That was nice. Salut Coraline. Salut Lirza. Comment tu vas ce beau dimanche ensoleillé? Ça fait du bien. Et toi, ça va? Ça va bien, ouais. Ça va bien. C'est la fin du week-end, c'est un peu triste. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Margot. Hello les poissons sans bicyclette. Merci d'être là. Tu es une des premières auditrices en fait du podcast. Tu nous as soutenus assez rapidement avec tes commentaires généreux qui tombaient du ciel au bon moment. C'était très cool. Merci pour ça. Tu es une grande lectrice de romans, tu aimes faire du sport, tu aimes voyager et tu es féministe. Tu es aujourd'hui ici pour discuter avec nous du cheminement que tu as eu en tant que femme qui est devenue féministe. Tout à fait. En fait, c'est en écoutant vos podcasts que je me suis sentie aussi beaucoup moins seule dans certaines situations. C'est vrai que je pense qu'on est de plus en plus de jeunes femmes, en tout cas, à se réveiller, à se dire je pense que le féminisme me concerne maintenant. Nice. En discutant ensemble les trois, on s'est vite en fait dit que souvent le cheminement vers le féminisme est finalement un chemin assez intime. Ça se passe dans des instances où, comme tu dis, on se réveille et puis on dit « Ah, attends, mais ce que je subis là ou ce que je vis là, je le vis comme une injustice ou je le vis mal ». Ou c'est quelque chose que je subis mais qui est en dehors de moi. Et c'est comme ça qu'on arrive à un stade où on dénonce en fait les inégalités. Ce qu'on disait ensemble, c'est que j'ai un peu l'impression que des gens qui connaissent moins le thème, ils ont un peu l'impression qu'on est des activistes parce qu'on a lu un article un jour, on a décidé de nous occuper comme ça. En fait, c'est un truc qui nous prend quand même pas mal aux tripes. Ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, chacune d'entre nous, on va expliquer les débuts en fait de notre féminisme. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui, tout d'un coup, on commence à se dire non, mais il y a un problème d'égalité là. On va parler de comment on s'est développé là-dedans. Quels sont les éléments qui viennent en premier, ensuite en deuxième, et puis comment on évolue là-dedans. Et maintenant, qu'on s'identifie en tant que féministe, en fait, comment tu vis dans une société patriarcale avec cette posture. Et on va donner aussi quelques clés de chemin un peu sains vers lesquels on peut tendre. Margot, est-ce que tu veux commencer par nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu t'es dit, en fait, il y a un problème d'égalité là, on me traite différemment que mon frère, que mon copain, que mon... Voilà. En fait, je pense que ça a été une accumulation de plusieurs petites choses dans des sphères, des contextes différents, que ce soit dans les relations amoureuses, le contexte professionnel ou des situations un peu cocasses que j'ai vécues aussi en solo. Et c'est toutes ces choses en fait qui, au fur et à mesure des années, m'ont fait prendre conscience, je pense autour de 25-26 ans. Là, je sens qu'il y a un souci parce que bizarrement, mes idées ne correspondent pas à la majeure partie des gens et je me sens un peu à contre-courant parce que j'arrive pas à trouver ma place dans la société en tant que femme. S'il faut citer des exemples, c'est que moi je pense que dans mes relations amoureuses, je me suis un peu perdue dans le sens où je suis quelqu'un d'assez indépendant, mais j'aimais bien calquer aussi mes relations sur la personne, donc c'était... ses amis, ses soirées, et puis moi finalement mes activités comme les voyages n'étaient pas tellement exploitées. Après voilà, dans le boulot par exemple, on sait très bien que les femmes sont moins payées que les hommes, pour une raison qui m'est totalement inconnue quand on a fait les mêmes études, les mêmes choses. Tu as pu voir vraiment des fiches de salaire où tu t'es rendu compte que tu étais moins bien payée que tes collègues masculins? Alors j'ai pas pu le vérifier on va dire directement, mais j'ai déjà lu plusieurs statistiques où c'est très bien expliqué que voilà, une femme qui fait telle chose sera moins payée qu'un homme qui fait exactement la même chose qu'elle, quoi. Donc c'est vrai qu'au départ, moi, je me sentais pas concernée parce que j'ai grandi dans une famille où il y a ce côté partage des tâches. Ma mère, c'était pas la boniche à la maison non plus. Enfin, donc je me suis jamais posé beaucoup de questions au départ. Puis en fait, c'est au fur et à mesure, en devenant un peu une jeune femme adulte, que là, ça m'a un peu... sauter en pleine tête et voilà, je commence à le réaliser vraiment, quoi. Est-ce que ça a été particulièrement flagrant quand tu as commencé à dire aux gens qu'en fait tu veux pas d'enfants? Alors ça, c'était aussi une chose, c'est qu'à partir du moment où je disais aux gens que je voulais pas d'enfants ou que je voulais pas me marier non plus, suivant les personnes, c'était plus ou moins bien interprété en fait. C'est que mon entourage très proche, il y avait aucun souci, que ce soit mes parents, des amis proches, tout ça, il n'y a pas de problème. Et dès que c'était des gens un peu extérieurs, des amis d'ex-copains par exemple, c'était « Ah mais non, mais comment, tu veux pas d'enfants, mais tu veux pas te marier, et puis si vous vous séparez ?» Et puis moi je répondais « on se séparera, et puis c'est tout. » Mais les gens ne comprennent pas. Pour les gens, si tu es une femme, tu dois avoir ce besoin de concevoir un bébé. Et
Moi, je dis tant mieux pour ceux qui en ont envie. Sincèrement, il faut les laisser faire, mais pour ceux qui n'en ont pas envie, il faut pas les forcer, quoi. C'est quelque chose que tu as toujours su? Tu voulais pas d'enfant ou bien C'est quelque chose que j'ai toujours senti, Ouais. et très tôt, je me souviens, on en rigolait avec mes amis au lycée parce qu'on parlait de comment tu appelleras ton fils ou ta fille et tout. Ouais. Et moi, je disais, mais moi, j'en aurais pas. Enfin, même en blaguant, c'était déjà, on va dire, inné en fait chez moi. Je savais que j'en voulais pas. Ouais, c'était inenvisageable pour toi. De toute Exactement. façon. Ok. Puis les gens souvent pensent que il y a un problème parce que t'es une femme et tu dois vouloir absolument le mariage, tu dois vouloir absolument les enfants. Et du coup, t'as deux possibilités, c'est soit t'es lesbienne, soit t'es un peu handicapée mentale. Moi, Ouais. c'est un peu comme ça qu'on me l'a fait comprendre, quoi. Ouais. Et toi, Coraline, quel était le moment un peu déclencheur? Enfin, ça a aussi été une accumulation de certaines choses. Mais j'étais vraiment pendant longtemps dans une période à me dire le féminisme c'est bon, tu vois, justement. Cette vague post-année 90 où on se dit en fait c'est réglé. Ouais. Les femmes ont le droit de vote, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Les tâches sont séparées clairement, donc voilà. Je suis partie en fait en vacances avec ma meilleure amie 3 semaines aux États-Unis où on s'est pas mal baladé et on a fait aussi beaucoup de grandes villes. Après 3 semaines à me balader dans des villes, j'en pouvais plus des gens qui viennent tout le temps te parler. Enfin, juste du harcèlement de rue, en fait. Enfin, Ouais. soyons honnêtes, c'est juste des commentaires sur ton physique tout le temps. Alors c'est certainement exacerbé parce qu'ils ont ce côté, c'est des Américains. Peut-être qu'il fallait qu'ils soient exacerbés parce que finalement c'est quelque chose que je vivais aussi au quotidien à Lausanne. Peut-être que c'était à plus petite dose en fait tout le temps. Parce que je suis pas tout le temps seule ou avec une autre femme. Tandis que là, on était vraiment que les deux. C'était un peu la fête du slip, quoi. Et vraiment, je suis revenue un peu de ces vacances. Alors, c'était génial, hein. Mais à me dire, en fait, ça, c'est pas juste. Ça, les hommes, ils vivent pas, en fait. Et vraiment, ça a été une petite prise de conscience de me dire, mais eux, ils peuvent juste vivre leur vie dans la rue. Et puis moi, Ouais. pas. Parce qu'on vient m'emmerder tout le temps. Et puis, c'est pas juste. Je sais pas si j'ai commencé à moi-même faire des recherches un peu là-dessus, ou si je suis tombée par hasard un peu sur des articles ou des choses, puis j'ai découvert justement des blogs féministes. J'ai l'impression que c'est un peu à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment parler de harcèlement de rue, mais peut-être c'est parce que je commençais à être sensibilisée à la Ouais. question. Mais un autre truc que j'avais aussi qui était conscient, mais je pense que j'aurais pas dit que c'était féministe. J'ai l'impression qu'on a beaucoup eu de débats d'actualité politique qui parlaient de l'avortement. Et moi, je me suis toujours dit, les gens qui sont contre l'avortement, c'est vraiment des cons. Enfin, j'ai vraiment ce truc à me dire, sans justement avoir la réflexion féministe, si t'es contre l'avortement, t'es contre les femmes. Mais je pense que ça a été aussi un autre truc très fort où je me suis assez rapidement, positionnée. Et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose par laquelle j'ai été, entre guillemets, nourrie. C'est pas ma famille qui parlait de ça. J'ai l'impression que c'est un truc un peu personnel où j'étais en mode, mais je comprends pas comment on peut décider de la vie sexuelle et du corps des femmes sans leur accord et puis penser que c'est normal. Donc ouais, en fait, il y a eu beaucoup de choses, ces petites choses qui se sont mises en place et puis après, il y a Internet. Et puis trouver sa communauté, en fait, finalement, ou justement réaliser, comme tu vois, toi tu dis avec le podcast, tout d'un coup tu te sens moins seul parce que tu réalises qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que toi. Et puis moi, ça a été ça aussi avec beaucoup des blogs où tout d'un coup t'es là, hey, mais ouais, c'est pas normal ça en fait. Puis je suis pas la seule, c'est bon, c'est pas que moi. Puis toi, Lirza? Moi, ça c'est marrant, ça s'est passé vraiment à des petits micro-comportements que j'avais avec mes potes masculins, en fait. Je traînais tout le temps avec deux potes gars, et puis j'ai commencé goutte à goutte à me rendre compte qu'ils respectaient pas vraiment ce que je disais. N'importe quel sujet, j'avais l'impression qu'ils discutaient entre eux. Moi, j'étais censée être spectatrice, et quand moi j'avais un avis en fait à donner, ils m'écoutaient comme pour être polis, c'est-à-dire ils arrêtaient de parler pendant que je parlais, Ouais. mais c'est tout, ils attendaient que je termine et ils continuaient la vie en fait. Moi aussi, j'avais grandi un peu dans une famille où on m'a quand même fait croire que l'égalité est là. Tu dis, non, mais c'est pas parce que je suis une femme quand même, enfin, tu t'y crois pas. T'as vraiment intériorisé, toi, tu disais, Coraline, on vit dans un monde post-féministe, c'est bon. Et le jour, en fait, où j'ai vraiment formé ma pensée, j'étais là, mais il y a vraiment un problème, on me traite différemment parce que je suis une femme. Pour moi, c'était comme un vrai coming out. J'ai fait avec un premier pote, j'étais là, en fait, j'ai un secret, je suis féministe. Et j'avais comme peur, comment ça allait être pris. Mais je le vivais très profondément dans mes tripes, dans la vie tous les jours, en fait. Ouais. Parce que j'avais pas de grands statements comme toi, par exemple, je veux pas d'enfant, enfin, j'avais aucun statement là-dessus. J'avais goutte à goutte tous les jours. C'est pas mal. Enfin, je trouve ça très profond de réaliser à ce point-là, rapidement, que en fait, les gens t'écoutent pas. Moi, c'est un truc que je réalise depuis... Enfin, que j'ai réalisé un peu, je dirais, ces 2 dernières années, qu'en fait, finalement... pour plein de choses, plein de femmes se sentent pas du tout écoutées et ou pertinentes d'intervenir dans des sujets où généralement elles en savent pas forcément moins qu'un homme basique, quoi. C'est fou que ça ait commencé par là. C'était un peu le début. Après, le développement a été arborescent, en fait. Fait plusieurs chemins, dans plusieurs sens. Et là, il y aura une musique. La musique. Une partie aussi dans le développement féministe, il y a un peu cette réalisation que personnellement j'ai aussi eu tardivement en fait, de à quel point la compétition entre femmes est
enfin j'ai pas envie de dire inné parce que justement on n'est pas avec ça, mais qui est inculqué malgré nous et qu'on s'en rend vraiment, enfin je sais pas, on s'en rend pas compte, enfin personnellement c'est encore une fois quelque chose que je réalise ces dernières années, de comment on nous met constamment en compétition et pour les mauvaises raisons. Finalement, si on regarde de facto, on met les femmes en compétition pour l'attention des hommes et à quel point c'est triste. On en a parlé justement quand on a préparé cet épisode, un peu la cool girl. C'est un peu ce concept que j'ai pratiqué à mort, d'être un peu la fille pas comme les autres, qui est chill et qui boit de la bière. La fille qui est pote avec les mecs cool, quoi. Et en fait, à quel point tu te rends pas compte que c'est une part du problème. Dans le sens, j'excluais pas les femmes personnellement de mon cercle d'amis, mais j'avais vraiment ce côté où t'es trop fière, quoi, de traîner qu'avec des gars. Vous avez eu ça aussi? Moi, pendant longtemps aussi, je me suis rendu compte que j'avais entretenu finalement un peu ces mauvais échanges, entre guillemets, avec les femmes, parce qu'en fait, même si j'avais des amies filles avec moi, j'étais aussi de ce banc où des nanas qui disaient ouais, moi je m'entends beaucoup mieux avec les hommes qu'avec les femmes, par exemple, ou j'avais beaucoup plus d'admiration pour ce que les mecs faisaient que ce que les femmes faisaient. Et maintenant, quand je m'entends dire ça, ça me rend triste parce que je me dis, moi j'ai tenu ce discours-là, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres filles comme moi qui l'ont fait aussi. Et en fait, on ne valorisait pas assez les femmes les unes entre les autres à un des âges comme, je sais pas, le lycée, où justement c'est un peu le moment où chacune est un peu en compétition pour avoir tel ou tel mec, ou avoir l'attention d'eux, ou être la plus fashion, ou ce genre de trucs. Puis en fait, on s'entraide pas du tout quand on fait ça. Et le problème, c'est que moi, je me suis dit, à un moment donné, je pense qu'en grandissant, en devenant adulte, il y a moins ce côté rivalité entre les femmes. Et en fait, je me suis rendu compte que malheureusement, ça existe à tout âge. Et que c'est vraiment dommage et vraiment triste parce que les hommes sont pas du tout comme ça entre eux, quoi. Les hommes sont vraiment en mode solidarité à fond, alors que nous, au contraire, on est plutôt dans le banc de il faut être rival à tout prix, mais pourquoi ? Ouais, c'est vraiment le truc où on nous apprend à nous désolidariser des femmes. Vraiment, moi j'ai l'impression que c'est vraiment très tôt, quoi. Exactement. J'ai réalisé assez récemment, en fait, à quel point on dénigre les intérêts féminins. Ouais. Et à quel point c'est un truc que j'ai tellement intériorisé que je réalise seulement maintenant toute l'ampleur que ça a eu sur ma vie. J'ai lu une interview récemment de Harry Styles, de One Direction, dire, en fait, je comprends pas pourquoi on dénigre à ce point-là les goûts musicaux peut-être d'une adolescente. En quoi est-ce qu'une jeune femme, une jeune fille, aurait des moins bons goûts musicaux qu'un mec de 30 ans ? Et j'étais un peu là, voilà, c'est ça en fait. Ouais. C'est juste ça, on dénigre juste par principe. Et il dit, nous et Beatles, on a existé grâce à ces jeunes adolescentes. Il donne beaucoup de crédibilité en fait aux jeunes adolescentes. C'est ça. Et c'est pas juste les One Direction ou Justin Bieber justement qui ont rien à prouver, mais genre des groupes comme les Beatles existent grâce au public de jeunes femmes et que maintenant tout le monde est toujours d'accord à dire que vraiment c'est un des meilleurs groupes de l'histoire de l'humanité, blablabla. En fait, un peu là, oui, mais ça existe grâce à une audience féminine aussi qui a vraiment propulsé ça. Tout ce que tu considères un peu comme féminin est vite classé comme superficiel. Mais vraiment, je voyais vraiment ce truc un peu, tu restes à la surface, quoi, tu vois, que ce soit le maquillage ou... Enfin, je veux dire, on peut rester dans des stéréotypes, mais je vois pas en quoi aimer le maquillage, c'est moins profond que le foot. En quoi Terminator, c'est plus intéressant que Twilight. J'avoue. Puis c'est des exemples comme des autres, mais sauf que il y en a un qui s'adresse théoriquement à un public féminin, du coup, c'est recalé. Comme on disait, on a ce côté, justement, enfin, t'es pas comme les autres filles, où finalement, c'est quelque chose qu'on prend un peu comme un compliment. Puis après, on réalise en fait à quel point c'est juste là pour nous diviser encore plus, en fait. Pour moi, ça veut vraiment dire, ouais, les autres, elles servent à rien, quoi. Ouais. Et puis, t'es là pour juger après aussi sur le physique. Ouais, ça c'est chaud. Ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Le plus violent, moi je trouve, c'est qu'en fait, on nous juge tellement, nous, sur notre physique. Il faut être féminine, mais pas trop. Que du coup, finalement, nous, on se juge avec ces critères-là entre nous, en fait. Que oui, forcément, on est en train de nous comparer non-stop. Ça injecte comme ça des fissures. Ça nous brise, en fait, entre nous. Parce que si t'es tout le temps en train de tomater... Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par la publicité, c'est tellement drôle. Pratiquement toutes les pubs qui concernent le vieillissement, c'est dédié aux femmes, quoi. Comme si les hommes ne vieillissaient pas. Et il y a souvent, moi j'ai souvent entendu cette phrase qui est complètement aberrante, je trouve, c'est oui mais tu sais, les hommes vieillissent bien mieux que les femmes. Je suis désolée. Moi j'ai déjà vu des nanas qui ont 50 voire plus, qui sont juste incroyablement belles. Et je trouve ça tellement dommage de les dénigrer. Alors maintenant, quand même dans la mode, il commence à changer un peu ce truc, mais c'est vrai que pendant longtemps, le côté jeune, fragile, comme une fleur, c'est tellement valorisé, alors qu'en fait c'est
juste du bullshit pur et simple. Les crèmes anti-rides, ce genre de choses, il y en a très peu pour les hommes, quoi. Comme si les hommes étaient tous beaux, parfaits. Mais ça veut juste dire que les hommes sont suffisants comme ils sont. C'est ça. On les accepte, c'est pas grave, tu es comme tu es, it's okay. Alors que toi, en tant que femme, on doit pas avoir tes rides quand même. Ça devrait être la même chose pour nous, quoi. On devrait être suffisante telle qu'on est, quoi. Moi, je me souviens, tu pars avec des potes en ville et tout, et puis t'as une nana qui est habillée un peu trop court et quoi, et là, ça balance à fond, alors qu'en fait, la nana, elle met ce qu'elle veut, quoi. En soi, elle a rien à prouver à personne, mais C'est clair. on peut pas s'empêcher de dire, ouais, mais tu vois, ça se fait pas. Moi, j'ai souvenir une fois d'avoir évoqué un dîner avec des amis, moi, oui, à la plage, je suis en topless, parce qu'en fait, je m'en fous qu'on voit ma poitrine. C'est pas un truc qui me pose problème, quoi. Et il y avait les hommes, forcément, qui étaient « Ah, trop bien, machin », mais c'était tout aussi con que la réaction des femmes que j'ai eues, qui étaient là Ah ouais, mais tu vois, mais ça se fait pas, parce que s'il y en a un qui est avec sa copine et puis qui te regarde, je dis il devrait avoir honte, parce que justement, moi, je suis pas là pour montrer mes seins aux gens. Je suis là parce que je profite de la plage, que j'ai envie de bronzer, et si j'ai pas envie de mettre de soutien-gorge, c'est mon droit le plus profond, quoi. Donc, ça veut dire que du coup, c'est à toi de te couvrir pour pas distraire le mec d'une autre meuf. C'est ça, en fait, c'est moi l'objet malsain qui distrait l'homme de sa conjointe, quoi. Et je suis pas d'accord avec ça. Tentatrice. Parce que t'avais le désir et l'envie d'être topless, tu es forcément en compétition avec la meuf hypothétique d'un mec hypothétique. Comme si c'était ce que tu recherchais à partir du moment où tu mets une jupe un peu plus courte que les autres ou quoi, comme si tu cherchais vraiment à être en compétition avec les autres. Mais ça aussi, dans le boulot, vous l'aviez évoqué aussi dans un autre podcast, c'est vrai que des fois, tu viens habiller ou maquiller d'une certaine manière pour bosser, et là, comme par hasard, t'as tes collègues qui disent « Ah, machin », mais pas du tout, en fait, je le fais juste pour moi. Les gens peuvent pas comprendre ça, par exemple, qu'on le fasse juste pour nous, et pas pour plaire à un homme. Mais c'est pas ouvert aux commentaires dans la rue, quoi. Depuis où c'est ok. C'est pas open bar, quoi. Mais du coup, ça met en compétition, parce que du moment que tu es open bar, les autres femmes sont là genre ah mais pourquoi moi on me fait pas de commentaires, ou alors elle veut trop d'attention, moi je suis mieux parce que je suis plus discrète, ou elle est trop superficielle parce qu'elle est maquillée, moi je suis mieux. Enfin tu vois, on se lance dans des logiques de comparaison sur la base de critères patriarcaux qui ne sont pas à nous en fait. Et en plus, si t'as le malheur d'être célibataire, là c'est double peine, parce que les gens pensent vraiment que c'est que pour attirer le regard des hommes. Exact. Et que du coup t'es une salope, quoi, ou superficielle. Moi je trouve ça méga dur en fait, comment entre femmes on se juge entre nous au niveau de l'apparence. Et il y a des trucs, je me rends compte des années après, j'y pense encore et c'est fucking dur. Genre, une fois, j'avais passé tout un semestre aux études où j'avais été ultra occupée, c'était un peu intense et je m'étais pas rendu compte, mais j'avais perdu beaucoup de poids. Et je reviens à Noël voir mes amis, tout ça. Il paraît, j'avais un petit décolleté où on voyait vraiment que j'avais maigri. Et j'ai quand même une très bonne amie elle m'a dit putain, t'as vraiment maigri, c'est dégueulasse. Et en fait, c'est pareil, je vous l'ai raconté à vous, à haute voix pour la première fois. Et quand j'ai vu votre réaction, en fait, j'étais là, ouais, en effet, c'était pas ok, en fait. Ouais. T'es habitué, en fait, à ramasser. T'es un peu genre, ouais, j'ai trop maigri. Et puis tout d'un coup, t'es là, genre, fuck, peut-être j'ai vraiment trop maigri. Et peut-être je suis vraiment dégueulasse. Enfin, tu te le dis pas comme ça, mais... et ça, c'est trop dur, quoi. C'est pas ok du tout. Et autant genre je suis blessée encore, autant il y a ce côté où je lui en veux pas parce que je sais qu'on est éduqué comme ça. Et c'est un peu compliqué en fait à gérer. Je sais pas si vous avez eu des situations comme ça où vous avez senti à quel point entre femmes on se juge. Moi, la situation assez problématique que j'avais à l'adolescence beaucoup, c'était par rapport à l'acné, parce que comme pas mal de gens, j'ai eu des soucis d'acné. En plus, c'était même pas forcément de l'acné sévère, mais c'était quand même quelque chose d'assez présent. Et je pouvais voir que, au niveau de certaines personnes, des fois qui faisaient pas attention, puis qui parlaient justement sur d'autres personnes qui avaient des problèmes beaucoup plus sévères que moi, et qui disaient « Ah, mais tu vois, c'est dégueulasse, cette personne, elle doit pas se laver et tout ». Et toi, t'es à côté et tu te sens trop mal, parce qu'en fait, c'est même pas une question d'hygiène, en fait. Non, c'est quelque chose que tu choisis pas. Ouais. Et en fait, l'acné, ça a vraiment cette connotation de quelqu'un de sale, alors que pas du tout, quoi. Ouais. Et j'avais trouvé ça, hyper violent, des gens autour de moi qui faisaient pas du tout gaffe à ce genre de choses, alors que, des fois, t'avais une copine qui disait « Oh là là, regarde, j'ai un bouton. » Moi, j'en ai pas 15, si tu veux. Donc, c'est vraiment... c'est des trucs où tu te sens un peu discriminé, parce qu'en fait, les gens ont des préjugés là-dessus qu'ils n'ont pas à avoir, parce que c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Tu sens qu'il y a des gens... si t'es pas 100% conforme physiquement, que t'as pas la peau nette, claire,
des fesses, des seins et que t'es maigre au niveau du bide, c'est fini, quoi. Tu n'es plus dans les clous. Mais ouais, moi justement, je réfléchis depuis tout à l'heure un peu à ce côté de jugement. J'ai l'impression de pas avoir trop subi ça de la part des femmes, mais parce que un peu près et même post-adolescence, j'avais un style vraiment hyper particulier à moi, que j'aimais trop. Genre, j'adorais les couleurs et puis les trucs vraiment un peu funky. Et j'en avais vraiment, mais rien à péter de ce que les gens pensaient. Je me souviens, j'avais une pote de gymnase une fois, elle était un peu là, mais est-ce que les gens peuvent arrêter de te dévisager parce que t'as un pantalon jaune, tu sais. J'étais là, il y a d'autres gens qui vivent ça aussi, enfin, qui comprennent. Parce que moi, je trouvais ça drôle, parce que justement, il y avait tellement de gens, des fois, tu te sens vraiment tellement profondément jugé sur un truc où je suis un peu là, à part ça, vous allez vous en remettre. Enfin, je pense que vu que j'allais un peu dans la, entre guillemets, provoque, finalement, ça m'a protégée, parce que j'ai réalisé à quel point le jugement était superficiel. Et inutile. Et j'avais ça aussi après, du moment où je m'habillais un peu sexy et tout, où justement je ressentais ces regards et j'étais un peu là, c'est la même chose que quand j'ai mon pantalon Beetlejuice, quoi, je m'en fous, enfin, c'est tout. Donc je pense que c'est un truc où finalement, naturellement, je me suis complètement détachée de ça, mais je pense que vraiment, il y a eu beaucoup de jugement, peut-être même du face-à-face, mais je me rappelle pas. Donc j'étais plutôt chanceuse parce que justement, j'avais un peu une espèce de ultime confiance en moi à ce niveau-là. Et je rentrais dans les codes, on est bien d'accord. Comme disait Margot, qu'il n'y a pas de solidarité inculquée entre les femmes. La solidarité, par contre, entre les hommes, elle est genre, c'est les bétons. Et il y a beaucoup aussi de solidarité des femmes pour les hommes, mais en tout cas, elle est toujours dirigée aux hommes, en fait. C'est assez marrant, parce que j'ai eu un moment de naïveté. Très naturellement, j'avais la sensibilité par rapport aux droits LGBT, en fait. De manière assez naturelle, je me suis rendu compte que c'est une blague de croire que la plupart des gens sont genre hétéros. En fait, finalement, on est toutes et tous beaucoup plus fluides par rapport à notre orientation sexuelle que ce qu'on veut l'avouer, en fait. Surtout les hommes qui oseraient jamais avouer, qui sont peut-être potentiellement, des fois, attirés par un mec, ou pourraient l'être. Et j'étais très ouverte à ça, et je m'identifie comme hétéro, mais j'ai eu de petites expériences où tout d'un coup, j'étais attirée par une meuf, mais c'était très cool, et j'étais là, mais bien sûr, mais tout le monde a ça, je suis sûre, j'étais un peu comme ça. Et en fait, par naïveté, à un moment donné, j'ai pris pour acquis que des hommes gays, par leur transgression au patriarcat, seraient des amis et des alliés féministes assez sains et assez forts dans ma vie. Et en fait, j'ai été royalement déçue. C'est que justement, parce qu'il y a cette grande solidarité masculine entre les hommes, gays ou pas, la solidarité masculine passe par-dessus, prévaut en fait. Après, pas dans tous les cercles, mais en tout cas dans les cercles où je vis, je trouve que les hommes gays vont bénéficier d'une certaine solidarité féminine de la part des femmes sur mesure pour eux, parce que justement, des femmes auront l'impression que les hommes gays vont être différents des autres hommes, parce que eux aussi ils subissent les injustices du patriarcat, et aussi ça va être donc des hommes un peu différents, des hommes qui vont être nos alliés. Et je dois dire que justement j'ai été très déçue là-dessus. Et j'ai eu cette réalisation assez amère à avaler que la misogynie, elle est très très omniprésente. Et que en fait, gay ou pas, t'as quand même cet énorme privilège d'être un homme cis, et la plupart des hommes cis, gays ou pas, vont en profiter. Et ça, c'était trop dur à réaliser pour moi. On parlait, dans je sais plus quel épisode, où on parlait des minorités, puis que, par exemple, une femme racisée, en fait, est sensible à la cause féministe, mais la féministe blanche de base ne le sera pas forcément aux questions de racisme. Ouais, exact. Et qu'en fait, plus tu descends, entre guillemets, dans l'échelle patriarcale des minorités, moins t'as d'alliés, parce que les gens ont été moins sensibilisés et font moins attention à ça. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi, en fait, pour toi, c'était de réaliser que homme gay, ça veut pas dire allié féministe. C'est trop bête à dire, hein, mais... Ouais, non mais bien sûr. Et si je dis encore 2 mots sur mon développement de féministe, j'aimerais juste dire 2-3 choses sur le binarisme de genre. Ça, c'est un sujet que j'ai commencé à déconstruire récemment, et c'est vraiment un travail de fond et profond, parce que c'est tellement une éducation profonde que le binarisme de genre, c'est juste une réalité biologique, et voilà, il faut un homme et une femme pour faire un gosse, et puis bon, c'est normal, hein, il y a des hommes et des femmes dans la société, et puis ça c'est comme ça, c'est juste naturel, c'est l'ordre des choses. Que quand j'ai commencé à déconstruire ça, c'était assez libérateur pour moi en fait. J'ai écouté l'épisode magnifique avec Paul B. Preciado, un philosophe trans, dans Les couilles sur la table. Et c'est grâce à cet épisode que je peux que conseiller les gens d'aller l'écouter, parce que ici maintenant c'est pas un épisode sur le binarisme de genre, mais j'ai vraiment déconstruit ce truc où le binarisme c'est en fait un régime politique, c'est un système de croyances. C'est comme la religion et croire en Dieu au Moyen-Âge, où en fait en ce moment, si tu dis le binarisme de genre, c'est pas une réalité naturelle et c'est juste un système politique, on va te dire soit t'es entre guillemets folle ou une sorcière, ou soit t'es pas normal quoi en fait.
C'est une étape qui a été importante pour moi dans mon développement féministe. Et bien sûr que beaucoup de gens ne veulent pas que ce système-là tombe parce que ça bénéficie à énormément de gens. Et le reste des gens, on leur a vraiment fait croire que c'est normal et c'est naturel. Et c'est pour ça que c'est en fait ultra libérateur et rassurant et génial de trouver des gens avec qui t'es d'accord là-dessus. Parce que l'union fait la force et l'union fait la santé mentale. Il y a tellement un monde binaire aussi de dominé et de dominant qu'en fait, on t'a inculqué malgré toi toute ta vie que t'auras plus d'empathie avec les dominants. C'est ça, avec les hommes et puis les classes sociales aussi. Malgré toi, si tu ne te déconstruis pas, tu auras toujours plus d'empathie pour ce qui est considéré comme dominant. Quand vous avez du coup commencé à réaliser et assumer votre féminisme, à qui vous avez dit pour la première fois, soit je suis féministe, soit exprimer un point de vue féministe, puis comment ça a été accueilli surtout? Moi, la première fois que je l'ai dit, je pense que c'est à vous, pour de vrai, que j'ai vraiment employé le mot je me sens et je suis féministe. Je me sens Et je pense que ça faisait quelques années que je le sentais, que j'y pensais et tout. J'ai jamais vraiment osé le dire avant qu'on en parle avec toi, en fait, Lirza. Ouais. Et c'est drôle parce que du coup, quand je suis rentrée en France pendant les vacances de Noël et tout, j'ai commencé aussi à en parler avec mes parents, puis à dire aujourd'hui je ressens ça et ça, vous en pensez quoi? Suivant ce que c'est, des fois c'est... Ma mère me comprend très bien, mon père sur certains points, il comprend moins parce que voilà, c'est un homme, donc... Mais ils essayent en tout cas d'entendre ce que j'ai à dire là-dessus, et du coup c'est... Je commence seulement à m'exprimer en fait sur ce sujet réellement, quoi. Par contre, j'ai toujours revendiqué le côté indépendant de la femme, dans le sens où celles qui veulent avoir des enfants et se marier, c'est super, et puis celles qui veulent pas, il faut respecter aussi les choix, quoi. Cool. Moi, je sais pas trop. Je pense que parce que vu que ma réflexion personnelle s'est quand même fait un peu graduellement, je pense que je me suis renseignée sur plein de sujets et puis finalement c'est venu naturellement dans des conversations avec des femmes. J'ai pas un moment en tête où j'ai dit je suis féministe. Ouais. Alors c'est très drôle parce qu'avec ma meilleure amie, j'ai l'impression qu'on évolue toutes les deux un peu au même niveau tout le temps. Tout d'un coup en fait il y en a une qui commence justement à plonger un peu dans le féminisme, l'autre en même temps aussi en parallèle, puis après tout d'un coup on en parle et puis on réalise qu'on est au même niveau, et je trouve ça très drôle. Ouais. Et du coup, je pense que c'était avec elle qu'on a commencé un peu vraiment à en parler, puis... Ouais, mais je pense pendant longtemps, vu que ça a toujours été, et que c'est toujours un mot, on sait que féministe, ça veut dire lesbienne hystérique, dans l'esprit de la société, que du coup, c'est pas un mot que j'ai utilisé pendant longtemps, dans le sens je suis sensible à la cause féministe, c'est pas la même chose que de dire je suis féministe. Oui. Moi je pense que ça a évolué un peu au fil du temps où j'ai commencé à en parler autour de moi, mais j'avoue que depuis qu'on a le podcast, c'est beaucoup plus une évidence. Disons que c'est beaucoup plus public, et ça change tout. Parce que les gens ils savent à quoi s'attendre quoi avec toi. C'est ça en fait, parce que tu vois, avant jamais j'aurais parlé avec des collègues de bureau de féminisme, mais tout d'un coup t'es en mode désolée, je dois y aller, j'ai rendez-vous avec une amie pour enregistrer un podcast. Vous faites sur quoi? Sur le féminisme? Et puis tu vois tout d'un coup, genre, la réaction des gens. Il y a ta famille aussi, qui est beaucoup plus consciente de ça. Je sais pas, tu vois, c'est... Ouais. Je pense que vraiment, depuis qu'on a lancé ce projet, ça a aussi, vraiment augmenté le nombre de conversations féministes que j'ai, pas seulement avec toi. Moi, au début, comme j'ai dit déjà, j'en ai parlé à un ami, mais aussi, sans forcément dire « Hello, je suis féministe », c'est vrai que j'exprimais des avis, j'analysais des situations à travers ce prisme-là, et du coup, j'ai quand même eu beaucoup de réactions, même dans ma famille, qui était là... toujours ce truc un peu, non mais t'exagères, tout n'est pas lié au genre. Ouais. Et il faut que je dise, j'ai un très bon ami qui m'a traité de lesbienne américaine végane. C'est hallucinant, j'étais bouche bée quand il m'a fait ça en fait, parce que j'étais là, mais tu te rends compte des couches de préjugés, du clusterfuck que c'est ce que tu viens de dire en fait, parce que j'ai dit un truc féministe, je suis tout de suite végane et américaine, parce que justement, bien sûr, c'est des idées américaines, parce qu'ici en Europe, on n'a pas de problème de sexisme, et je suis lesbienne, ce que je prends pour un compliment. On m'a quand même traité de féminazi plusieurs fois. Tu te rends quand même assez rapidement compte que ta posture féministe n'est absolument pas bienvenue. Et ce truc où finalement, je savais qu'il y avait des sujets que je discutais pas avec certaines gens parce que pour qu'on me traite de féminazi végane américaine, je suis là, mais ça va nulle part. Ça vaut pas la peine. J'adore, à chaque fois qu'on parle de féminazi, je pensais à un mème Instagram où c'était en mode oui, parce que vouloir l'égalité des droits, c'est exactement la même chose qu'en vouloir envahir la Pologne. Exactement. Et ça me fait vraiment rire à chaque fois.
si je fais un recap un peu jusque-là, finalement, nous, 3 ici en tout cas, on a commencé à être conscients des inégalités qu'il y a et avoir une espèce d'éveil féministe à cause de ce qu'on subissait, nous, et ce qu'on sentait dans les tripes, en fait, que ça va pas du tout. Et après, il y a un développement féministe qui s'est fait où, au fur et à mesure, on remarque de plus en plus de choses qui vont pas. On voit aussi des réactions des gens par rapport à notre posture, réaction ou manque de réaction. Et surtout, en fait, ce qui fait ultra mal, c'est le manque d'alliés qu'il y a souvent et le fait qu'on a été éduqués entre femmes à ne pas être solidaires et les hommes ont été éduqués à être ultra solidaires entre eux. Donc, en fait, nous, on n'est pas unis. On est même éduqués à trouver que c'est un compliment d'être différent des autres femmes, trouver ça cool d'être pote avec des hommes. Et donc, ça fait, quand t'es féministe, ça peut être un peu solitaire comme posture, en fait. Même si maintenant, c'est super, parce qu'avec les réseaux sociaux, ça change et on commence à créer une communauté. Mais donc, avant de parler de qu'est-ce que nous, on trouverait que ce serait la voie pour guérir un peu en tant que féministe, en fait, pour guérir mentalement, parce qu'on prend un peu cher, on va peut-être juste énumérer un peu le genre de problèmes qu'on rencontre, genre les genres de contradictions qu'on vit en tant que féministe. Moi, c'est un des trucs que je disais, mais je disais ça en blague jusqu'à ce que Virginie Despentes le dise aussi, et j'étais là... Trop cool, c'est qu'elle dit, c'est déjà compliqué d'être féministe et d'aller bosser. Faut pas déconner, historiquement, le milieu du travail, le milieu professionnel, c'est un milieu masculin. Ouais. Les femmes, historiquement, n'ont pas bossé. Ouais. D'ailleurs, je conseille le livre de Titu Lecoq, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, parce qu'elle discute du fait qu'il y a eu plein de périodes où les femmes ont bossé. Mais bref, surtout l'histoire récente, les femmes sont restées à la maison. Du coup, tu vas travailler, tous les codes sont masculins. La hiérarchie va être très masculine, la manière de bosser va être très masculine. Si on n'a pas déconstruit le truc, on va croire que c'est nous qui savons pas bosser comme il faut. Voilà, être féministe et aller bosser dans un monde capitaliste patriarcal, c'est ultra difficile. Je sais pas toi, Margot, tu me dis des fois j'ai des journées tellement compliquées que... Ouais, des fois c'est compliqué parce que moi en tout cas, de ce que j'en ressens, c'est que souvent t'as l'impression que du coup t'as beaucoup plus à prouver. Tu te dis, ouais, mais en fait, là, je dois prouver quelque part que je mérite ma place. Ou des fois, t'as l'impression, pour X raisons, que t'as un peu traité comme une enfant. Et finalement, ben, c'est... Non. Ça, je le vis aussi. L'infantilisation, je le sens aussi. Ouais. Moi, j'avoue, c'est un truc que j'ai réalisé aussi au travail. Enfin, quand j'ai eu mon premier poste, où j'ai vraiment stressé pendant 8 mois, une année, à vraiment devoir prouver ma place, jusqu'à ce que vraiment je réalise, en fait, finalement, la médiocrité de la plupart de mes collègues masculins. Tu vois, genre juste, je les vois pas se défoncer au job. Et que tu fais un peu le comparatif où t'es un peu là, j'ai l'impression que les femmes, elles font quand même vachement plus d'efforts, tu vois. Ouais. Ça, c'était une vraie prise de conscience de cette année. Moi, j'ai aussi observé le cas de figure inverse où des hommes avec qui je travaille se déchirent vraiment la gueule au travail. Ils envoient des emails à 2h du matin. Ils fournissent des quantités et des quantités de travail énormes. Parce que, comment moi je vois ça, c'est un peu des enfants sages et assimilés du patriarcat et du capitalisme. Et du coup, ils perpétuent le patriarcat et le capitalisme. Et du coup, les mêmes niveaux d'exigence, voire plus, sont imposés aux femmes et aux autres gens. Et moi, je suis juste pas d'accord, en fait. Je suis pas d'accord de mener une telle existence, quoi. Puis je pense aussi des fois qu'en tant que femme, quand tu rentres d'une journée qui s'est pas super bien passée au boulot, bah tu vas retracer un peu tout ce que t'as dit, tout ce que tes collègues t'ont dit, tu vas essayer d'analyser ce qui va pas, puis en fait, à toi, ça va te faire beaucoup de mal. Et finalement, bah, tes collègues hommes, t'as pas l'impression qu'ils se prennent autant la tête sur ce genre de choses, en fait. Et c'est toi qui vas te dire... Bon, du coup, c'est à moi de recréer une bonne situation pour que ça se passe bien. Mais pourquoi ce serait forcément à toi de le faire, en fait, part. Tu subis les conséquences et tu prends les rênes pour améliorer la situation. Ouais, c'est trop dur. Parce que tu te remets vraiment toi en question. C'est ça. Parce que c'est un truc qu'on nous apprend aussi. Un autre point compliqué à vivre en tant que personne avec une posture féministe, c'est allier hétérosexualité et féminisme. Ça commence à être de plus en plus compliqué, moi, je trouve. Lesbienne politique. Oui, lesbienne politique, exactement. C'est vrai qu'il y a ce truc où tu commences à devenir féministe, tu dis oui, mais chez moi ça va. Après, tu commences à rendre compte que chez toi aussi il y a des schémas patriarcaux. Et après, tu commences vraiment à te rendre compte que le problème du sexisme est partout, et y compris dans tes relations amoureuses, en fait, y compris dans ton couple. Et puis ça, c'est juste une réalité. Faut pas faire genre, il y a un problème dans le monde, mais mon mec, ça va. Il y a un problème dans toutes les familles, mais pas mon père. Enfin, c'est chez tout le monde, en fait. C'est juste un fait. C'est pas pour cracher sur qui que ce soit. Et je trouve que ça, c'est compliqué, justement. Comment tu vas en parler avec ton mec? Comment tu vas faire en sorte que ton mec soit s'allie, qu'il s'engage, ou au moins qu'il prenne soin de certains points? Vraiment, j'ai eu une phase où je suis un peu là, je comprends que des femmes renoncent à ça. C'est encore un truc dont Mona Chollet parle dans son livre « La réinventer l'amour », qui a vraiment, justement, pour moi, été une grosse claque, parce que tu réalises aussi à quel point...
il y a plein de choses qui jouent pas, puis en même temps ça te rassure parce que tu te dis ok, c'est pas dans ma tête, c'est pas que moi qui suis en train de péter un plomb parce que je sais pas, mon copain a pas fait la lessive. C'est juste un truc où tu réalises à quel point c'est profond, et puis le doux mélange du ça te fait du bien de te sentir comprise et en même temps de te dire genre ah mais ça a pas changé, enfin genre comment on va vivre avec ça, et t'as envie de baisser les bras quoi, parce que déjà dans mon couple ça va pas à ce niveau-là, et tu te dis on est du chemin quoi. Aujourd'hui ça me donne pas forcément envie de me remettre en couple non plus, parce que je trouve que c'est beaucoup de compromis, et pour moi c'est beaucoup de compromis en fait de la part de la femme de toute façon. C'est un peu fondé comme ça, c'est que c'est à la femme de faire des compromis sur ses choix de vie, sur voir ses potes, sur ce genre de choses. Ça, non, c'est pas le but du tout. Moi, je vois, enfin voilà, dans mes dernières relations, je me suis séparée parce que je me rendais compte que j'avais pas du tout la même vision des choses, la même vision de la vie, et que tu peux pas construire quelque chose avec quelqu'un si d'un côté ou de l'autre tu t'arrives pas à te rejoindre quoi. Et toi t'es prête à aller vers la personne, mais l'inverse ne vient pas quoi. Mais j'avoue, j'ai vu aussi pas mal de témoignages de femmes qui sont célibataires et qui sont en mode mais en fait j'arrive pas à envisager de me mettre en couple avec un homme parce que, alors oui, la partie flirt, le début c'est intéressant, mais à un moment où je sens que je vais me retrouver à être sa boniche, ou à devoir être la seule à faire des compromis, ou à recommencer un processus d'éducation féministe de mon partenaire quoi. Et puis c'est fatigant avant même de commencer, tu vois, tu te poses ces questions là et tu te dis ouais, il a l'air sympa, mais bon, peut-être que ça va être... je sais pas, je vais devoir le gérer comme un enfant, quoi. Puis pourquoi c'est plus à la femme de s'adapter dans une relation plutôt qu'un homme, quoi. Puis pourquoi c'est pas 50-50, quoi. Mais et le problème de gaslighting qu'il y a là-dedans, c'est qu'on nous fait croire que c'est 50-50. Et c'est ça moi je trouve que c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est que vraiment, j'ai réalisé récemment à quel point on nous vend l'homme moderne. Oui, certes, l'homme moderne est plus moderne que mon père. Et c'est pas parce qu'il va chercher son enfant à la garderie que c'est 50-50, hein. Médaille, confetti, le gars il sort de la garderie. On nous vend vraiment une image de c'est bon maintenant dans les couples, c'est l'égalité, alors que c'est vraiment, mais alors vraiment loin d'être le cas. Et moi, perso, en parlant avec des femmes qui ont déjà eu un ou plusieurs enfants et qui sont, on va dire, des femmes accomplies dans le sens, voilà, elles ont entre 30 et 40 ans, elles ont leur carrière, ou peu importe ce qu'elles ont choisi, et puis voilà, elles ont leur mec. T'entends quand même souvent que c'est elles qui font plus, ou qui font, par rapport à rien qu'à l'enfant, par exemple, c'est la femme qui endosse beaucoup plus de responsabilités. Encore une fois, pourquoi ? Un autre point avec lequel on vit en tant que féministe, c'est le fameux radar patriarcal qui se développe et qui devient comme un état de hypervigilance, c'est-à-dire que t'es tout le temps en train de veiller. Ou est-ce que des instances sexistes ou misogynes vont se passer ? Moi, j'ai ça énormément. Il n'y a pas de moment de bonheur un peu où on voit pas en fait ce qui se passe. En tout cas, moi, je dois vivre tout le temps avec ce radar. Et du coup, je dois gérer des micro-agressions ou carrément des agressions. Ouais. Parce qu'il y en a plus, parce que mon radar s'est développé, en fait. Ouais. Je sais pas si vous avez ça aussi. Moi, oui, j'ai vraiment... je remarque ça. Et je trouve ça vraiment intéressant, comme ça m'arrive beaucoup au travail. Alors, certes, évidemment, c'est l'endroit, je bosse à 100%, c'est l'endroit où je passe théoriquement le plus de temps. Oui. Mais je veux dire, c'est vraiment... tous les jours, des micro-agressions. Effectivement, c'est le truc où t'es un peu là, quand j'étais pas sensibilisée à ces questions, je le remarquais pas. Et puis c'était cool. Puis en fait, c'était peut-être mieux. L'autre élément en tant que féministe qu'on vit tout le temps, c'est juste simplement de se sentir moins valorisé. Notre vécu est moins important parce qu'on est des femmes. Et moi, ça, je le vis dans beaucoup de situations, en fait. Ou même ma souffrance va être moins mise en avant parce que je suis une femme et je suis censée encaisser, en fait. Ça m'est arrivé récemment avec quelqu'un. Enfin, j'ai eu le Covid à Noël. Et j'étais vénère parce que j'étais là, en fait, je suis vaccinée. Et je pensais vraiment qu'en tant que vaccinée, le jour où j'aurais le Covid, ce serait chill. Et en fait, je suis vraiment malade. Et puis j'étais vraiment en train d'exprimer en mode ça me saoule. Et j'avais un homme en face de moi qui me dit mais t'es pas vraiment malade. Et j'étais là, pardon ? Enfin, je te dis, ça fait 3 jours, je suis malade. Oui, mais ça va, non ? Et là, tout d'un coup, je suis dans une situation où je dois énumérer mes symptômes. Pourquoi je dis pas que je suis malade et on me dit pas oh, ça va, t'as besoin de quelque chose ? Ce qu'on fait pour un homme. Ce qu'on fait royalement pour un homme. Est-ce que je peux te faire une tisane ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Et j'ai gueulé, je me suis retrouvée malade à gueuler sur quelqu'un pour qu'on accepte que je suis malade. Parce que t'es une femme et que par définition, tu dois te justifier. Soit j'exagère, soit je suis un peu hypocondriaque, soit... T'es chiante. Soit je suis chiante bêtement, en fait, juste ne te plains pas.
C'est mignon, vous avez dit les deux en même temps, t'es chiante. Parce que c'est un truc auquel je pense depuis tout à l'heure quand on parle aussi tu vois, de la compétition entre femmes et de t'es pas comme les autres filles, et à quel point, genre, être chiante, c'est un truc que personnellement j'ai redouté toute ma vie. Et que vraiment, on te met toujours en mode « Oh, elle est trop chiante », tu vois, enfin c'est... Mais tu veux surtout pas être chiante. Heureusement, t'es pas comme mon ex parce qu'elle a été chiante. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, le pim, toxique. Et puis ce qui est compliqué aussi, et Coraline en a parlé dans l'épisode Not All Men, vraiment, c'est comment évoluer du coup au sein de nos familles, que en tout cas les trois ici, on a quand même des familles assez patriarcales, enfin schéma classique, et comment évoluer aussi avec des amis qui prennent pas forcément les mêmes chemins que nous. Ça, c'est tous les jours aussi compliqué, quoi, en fait. Voilà, comme tu dis, genre ta mère te comprend, mais ton père pas forcément. Des fois, tu prends même des remarques. Nous, Coraline, avec le podcast, tu prends même des remarques. Tu voulais pas parler de ça, en fait, mais tout d'un coup, on en parle. Ouais, grave. T'as rien demandé. Moi, j'étais juste venue me faire un café, en fait. Je sais pas pourquoi on parle d'avortement, là. Enfin, ouais. Et aussi des amis, qui finalement prennent pas forcément le même chemin que toi, ou différemment, ou carrément se conforment encore plus dans les schémas patriarcaux. Tu dois te positionner. Et c'est un travail. Puis c'est épuisant, en fait, au quotidien. Ouais. Et ce qui est aussi quand même des fois dur, c'est de justement pas réussir à trouver des alliés femmes, parce que on a toutes été éduqués à être solidaires avec les hommes. Ouais. Et c'est doublement dur parce que tu compatis aussi. Je comprends d'où elle vient. Ouais, bien sûr. Pourquoi elle est solidaire avec les hommes, en fait. Et mais par contre, ça te laisse toi seule. Et ça nous amène à notre sujet de comment trouver un chemin qui serait sain. Enfin, moi, j'ai l'impression que, comme tu dis, déjà, tu comprends d'où les personnes viennent, quand justement, ils ont un discours pas déconstruit, et à quel point c'est important, en fait, finalement, de se renseigner, parce que il faut avoir de la compassion pour ces gens, et puis tu peux pas faire leur chemin à leur place. Non. Mais d'un autre côté, en fait, tant que les gens se renseignent pas, ça avancera pas. Ouais. Donc pour moi, ça fait vraiment partie d'une partie très importante, c'est d'avoir des gens qui font preuve d'empathie envers les autres suffisamment pour se renseigner, et puis pour t'offrir justement un safe space dans lequel tu peux t'exprimer sans être constamment contredit. Parce que constamment, tu dois te justifier. Tu dois dire, voilà, je me sens triste parce que c'est arrivé ça. Je suis malade parce que j'ai le Covid, bordel. Voilà, c'est chiant, j'ai le Covid, ça me saoule. Et pas quelqu'un qui te dit systématiquement, t'exagères. Ouais, je veux vraiment offrir un safe space aux personnes qui vivent quelque chose et qui ont envie de l'exprimer. C'est comme on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est ce côté, moi ça me viendrait pas à l'esprit qu'une femme racisée me dise... je vis ça, c'est trop relou, puis moi qui suis en mode genre t'exagères, enfin genre c'est pas ton expérience, d'où t'as rien à dire. C'est très drôle parce qu'on a un peu cette petite liste justement des solutions. Je réalise à quel point c'est des traits féminins qui sont mis là-dessus finalement. Oui. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, de ce côté d'offrir de l'empathie aux gens, une écoute, un safe space, c'est vraiment quelque chose comme aimer les One Direction. C'est quelque chose qui est jugé féminin et frivole et un peu inutile. Mais pour moi, je trouve que rien que votre podcast qui, perso, je trouve, est déjà beaucoup, ça a une fonction quand même thérapeutique quand tu l'écoutes. Même si tu te reconnais pas forcément dans toutes les situations que tu as entendues, parce qu'il y a des choses où voilà, ça te parle moins. Mais je trouve que voilà, d'écouter ces femmes s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu, que ce soit par rapport aux vêtements, à la grossesse, le racisme, ce genre de choses, les standards de beauté, il y a un effet quand même de dire waouh, ah ouais, je suis pas toute seule à vivre aussi des situations quand même un peu compliquées en tant que femme. Pour moi en tout cas, ça a une fonction thérapeutique quelque part. Très bien. Pour nous aussi. Ouais, contente. Ouais, c'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'on se disait, une des voies serait la solidarité féminine, mais profonde. Et quand je dis féminine, aussi personnes trans, aussi personnes non-binaires, mais personnes sexisées en fait. Enfin, on en a parlé dans l'épisode de la grossesse où on nous a séparés en fait. Historiquement, on est chez les hommes. On n'est pas une entité politique et ça, c'est cool, ça a changé en général au XXe siècle, mais là encore plus avec les réseaux sociaux. Si on est ensemble, on a plus de poids. On a plus de force parce qu'on est 50% de la population. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des hommes féministes. C'est juste que le fait est que moi, ce que je vis, c'est que c'est très compliqué avec les hommes, en fait. Beaucoup vont tenir le discours que bien sûr, ils sont féministes, que bien sûr, ils veulent l'égalité pour les femmes, mais quand il s'agit de vraiment faire le travail, de nous écouter et de se remettre en question et de déconstruire, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêtes à le faire. Et nous, en tant que femmes, parce qu'on subit des choses, on est beaucoup plus prêtes à le faire, en fait. C'est pour ça que je me dis qu'on a beaucoup plus de chances de trouver de l'alliance entre nous. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une réalisation tout d'un coup de se dire, comme on parlait au sein du couple, où tu réalises qu'en fait, t'es pas au même niveau. Certainement, ton partenaire dit être féministe, mais la réalité est quand même que il n'est pas aussi féministe que toi. Et puis il veut pas entendre qu'il est pas aussi féministe que toi. Et c'est ça.
Et c'est ça le problème. C'est tout un peu le paradoxe de la compétition entre femmes, alors que, comme tu dis, en fait, on pourrait trouver vraiment, on a statistiquement plus de chances de trouver un véritable soutien et une véritable solidarité auprès d'une autre femme. Sauf que le patriarcat, la société nous a toujours appris, en fait, à être en compétition. Et que du coup, on se soutient pas. Et l'autre paradoxe, c'est comme tu disais, c'est qu'on est éduqué à soutenir et à avoir de l'empathie pour les dominants, ce qui revient à soutenir par définition un système qui nous soumet. Et que même des femmes, du coup, on a malheureusement intériorisé du sexisme, intériorisé de la misogynie. Donc même des femmes vont peut-être te dire des fois que t'es chiante en fait. Arrête de râler. Mais bon, on a beaucoup plus de chance entre nous. Oui, c'est ça. Et je pense que les bienfaits sont énormes. À ce qu'on se rassemble, ça implique un travail quand même assez énorme. Parce qu'on a été éduqués à s'entre-juger, mais ça veut dire vraiment de manière très intime et profonde qu'on fasse gaffe et qu'on se soutienne. C'est-à-dire, tu vois une femme en mini-jupe et en décolleté, de pas la juger, de pas la mettre sur le binarisme vierge ou putain, de pas croire qu'elle veut l'attention des hommes tout de suite, de pas être grassophe, de pas juger une femme parce qu'elle est grosse, de pas la juger parce qu'elle est trop maigre. Moi j'ai ce truc aussi que je fais un exercice concret, personnel tout le temps, au boulot par exemple, de faire gaffe à pas instinctivement valoriser plus la vie d'un homme en fait. Ouais, c'est vraiment un travail actif ça, enfin, pour moi en tout cas aussi. Et c'est quelque chose que je remarque ces derniers temps en fait, à quel point dans un cercle social général, on laisse beaucoup plus de place aux hommes, et moi aussi. Et puis aussi à ce côté, je pense que ça se remarque plus encore au niveau professionnel, c'est de généralement, enfin un homme est plus un spécialiste dans un domaine parce que c'est un homme. C'est pas vrai, mais c'est tout un truc à faire au quotidien, quoi. Ne pas avoir honte de soutenir les femmes. Quand je vais soutenir une femme, on va me dire mais pourquoi tu soutiens elle? Je suis là parce que c'est une femme. Oui. Ou je le dis à tout le monde comment j'ai voté aux élections communales, c'est que j'ai pris j'adore cette histoire, ça me fait. J'ai pris les partis que j'aime bien. Et il fallait que je note des candidats et de candidates, et j'ai juste pris toutes les femmes en fait. Et j'étais trop fière de moi, et je le dis à tout le monde en fait. Et les gens sont là, mais t'es... Ah c'est vrai, quand tu m'as dit ça, j'étais là, ah merde, j'ai déjà voté, mais c'est t'es une des rares personnes qui a répondu comme ça. Moi je crois qu'il y a une situation qui m'a vraiment marquée dans le soutien des femmes aux femmes, c'est que une fois je me suis fait agresser dans le métro en France. Donc il y a un mec qui m'avait pris en grippe dans le métro et qui a commencé à me pousser, à essayer d'être un peu violent. Je savais pas s'il avait quoi que ce soit sur lui, comme un couteau ou je ne sais quoi. Et en fait le mec me lâchait pas, juste il me suivait dans le métro tout le long de mon trajet, donc déjà j'avais peur. L'angoisse. Il y avait personne à part deux mecs qui, je pense sans déconner, faisaient 1m90, un peu musclés et tout. Et il y avait moi et ce gars, en fait, qui m'insultait, qui hurlait dans le métro, et moi, je savais pas quoi faire. Et évidemment, j'ai eu la bonne idée de le pousser aussi, parce que, bon, je vais pas me laisser faire non plus, mais ça a pas arrangé les choses. Et je regardais, en fait, les mecs derrière moi en mode, vous voyez là ce qui se passe vous sentez pas que j'ai un petit peu besoin d'un coup de main, que vous lui disiez de partir, ou que voilà, quoi. Et en fait, le mec arrêtait pas. C'est une nana qui, je pense, faisait à peu près ma taille et mon poids, qui s'est mise entre moi et le gars, puis qui m'a regardée, qui m'a dit « ça va ?» Et je l'ai regardée, je lui ai dit « bah écoute, là, mieux. Depuis que t'es là, oui. » Et donc, c'est une nana de mon calibre qui s'est mise, qui s'est interposée avec ce gars qui avait l'air quand même assez violent, quoi. C'est trop touchant. Ça, franchement, ça prend du courage. Je remercierai jamais assez cette nana parce que vraiment, ça m'a énormément touchée. Et j'ai regardé les mecs derrière moi et j'avais juste envie de les insulter. Alors, à l'époque, je l'ai pas fait parce que voilà, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un peu plus la langue dans ma poche, mais franchement, ça serait arrivé aujourd'hui. Je pense que les gars, je les insultais, clairement. Pour moi, ça, c'est des petites choses, mais en tout cas, c'est des exemples qui montrent que c'est une grande chose. Les femmes peuvent aussi être solidaires les unes avec les autres, clairement. Donc, et cette nana, je pense qu'elle devait avoir peur aussi, mais non, elle a quand même pris son courage et puis elle est venue s'interposer, quoi. Mais moi, je remarque que justement aussi maintenant, j'essaie d'être plus consciente dans ça, puis quand, je sais pas, tout d'un coup, j'entends un peu des éclats de voix et des trucs, et je suis vraiment un peu en mode suricate. Je me lève un peu, puis je regarde, et je suis tout de suite assez au taquet à me dire, genre, qu'est-ce qui se passe ? Alors que vraiment, je suis pas du genre à m'interposer ou je sais pas, avoir des interactions avec les gens que je connais pas, mais vraiment avoir un espèce de truc conscient à me dire s'il y a un problème avec une femme, je vais intervenir. Enfin, évidemment, s'il y a 12 mecs avec des guns, mais justement d'être là à se dire genre et vraiment faire attention à ça. Mais c'est très classe ce qu'elle a fait. Ouais, non, franchement, je pense que c'est très louable. On a juste tellement besoin de ça en fait. Ouais, vraiment. Mentalement, émotionnellement et politiquement en fait. Ouais, vraiment. Ouais. Mais c'est beau. Margot, merci beaucoup d'être venue. Oui, merci à vous. Merci de nous soutenir depuis le début. Merci pour tout ce que tu nous dis. Ça fait vraiment du bien. C'est un podcast qu'on fait de manière indépendante. Donc franchement, des commentaires comme les tiens, c'est énorme.
Oui, c'était Les Poissons sans bicyclette, un podcast indépendant lausannois. La musique a été faite par nous, le graphisme par l'agence Lumière à Tirana. Et puis, c'était Margot et Coraline. Elirza. Ciao. Ciao. Ciao.